je m'appelle Namabak, je suis le cofondateur et CEO de Understand Tech, une boîte franco-américaine. On a une équipe ici à Frontignan. On peut faire des startups à Frontignan. Je pense qu'on est les seuls à faire de l'IA. Et le maire, je pense qu'il ne sait même pas. Franchement, je pense de temps en temps de passer le voir quand même. Mon cofondateur, il est basé en Philly. La plupart de nos clients sont à l'étranger, principalement aux États-Unis. On en a quelques-uns en France, comme tu peux se faire à Montpellier. On a Indigo, Serre France, voilà. Et ce qu'on fait, c'est vraiment de la souveraineté, de la sécurité. Donc, c'est des IA qu'on déploie chez soi, que ce soit dans ce petit box de NVIDIA ou dans des serveurs beaucoup plus gros, ou aussi dans des serveurs type AWS et Azure. Je vais vous parler de la souveraineté, qui est un sujet qui est un peu subjectif parfois. Parfois, on va penser qu'une solution est souveraine tout simplement parce que la personne ou le fondateur, il est français, ou il habite en France. Voilà, c'est quelque chose de subjectif. C'est une croyance parfois même. Mais en réalité, il y a des choses très concrètes. La plupart des entreprises ne le savent pas. Et c'est ce que je vais parler aujourd'hui à la base de notre expérience. La question que je pose toujours à mes clients quand je les vois, quand ils me disent « ouais, on est déjà couvert et tout ça », avec des solutions existantes, donc que ce soit pour des codings, que ce soit pour des chats ou du RAG ou peu importe, si vous coupez le flux externe qui va vers l'extérieur ou qui rentre, qu'est-ce que ça donne? Mon copilot que j'utilise, ou cette solution française que j'utilise, qu'est-ce que ça donne? Si ça marche, ça veut dire que vous êtes en général souverain. Si ça ne marche pas, il y a un question mark, il y a une question. Et c'est ça vraiment la grande question que la plupart des IT, des DSI ne se posent pas. À partir du moment que la boîte elle est française, qu'on dit que les sources sont hébergées en France et tout ça, c'est bon. Mais en général, je vais utiliser un LLM type Anthropic, type OpenAI. Il a la souveraineté, à ce moment-là, il casse réellement. Et vous allez même être au risque de l'RGPD, de l'EI Act qu'on va voir ensemble. Mais c'est un truc très simple. Si vous êtes dans une boîte, faites ce test-là. Si ça continue à fonctionner, ça ne va pas. Sinon, il faut aller sur des choses en local. Juste quelques principes. On a essayé de résumer ça en 3 points. Le premier, on en a parlé pas mal, hébergé en Europe, ça ne veut pas dire que c'est souverain. Vous pouvez même avoir une boîte américaine qui vous fait des choses super sympas, que ça peut être souverain, sans que ça soit français, c'est possible. C'est possible. Moi, par exemple, j'ai une carte bancaire, comme vous tous. La carte bancaire, même si je l'ai entre mes mains, même si je suis un hacker, je dois dépenser 2 millions de dollars avant d'aller hacker les clés. Okay, ça, c'est une forme de souveraineté. Même quel que soit le fabricant, on s'en fiche à partir du moment où c'est très difficile de hacker. Voilà. Et c'est exactement le concept ici. Souveraineté, ça ne veut pas dire que je suis basé en Europe. Donc, je peux être basé en Europe tout en cassant la souveraineté. Le deuxième point, c'est qu'il faut faire attention aux flux sortants. Donc, quand j'ai une solution IA, on a parlé de Cloud Code, si ça va vers Anthropic, c'est pas souverain. Et la question de Fable qu'on a vue il y a quelques semaines, ça c'était même un choc pour nous parce que je le pitchais au quotidien aux clients, mais j'imaginais pas que ça allait arriver aussi vite. Et quand je me réveille moi-même, on l'a intégré le soir même sur l'une des solutions qu'on a. Le lendemain, on reçoit le message. Je dis purée, ça veut dire que c'est maintenant, c'est pas dans 5 ans. Donc ça, c'est hyper important, faire attention aux données qui sortent. Et s'ils sortent à l'étranger, s'ils sortent en dehors, on va dire, de l'Europe, la souveraineté, elle casse. Il y a pas mal de solutions qui vont vous dire, type OVH, ou pas OVH, on va prendre Azure. Ils ont des solutions en Europe. Okay, mais à la fin, même si c'est hébergé en Europe, à partir du moment que vous ne détenez pas les clés qui chiffrent vos données, vous n'avez pas la main. Parce que le Cloud Act aux États-Unis, il peut obliger du coup un player américain de lui fournir les données. Maintenant, je peux utiliser Azure. Je peux utiliser Azure à partir du moment que les clés qui chiffrent mes prompts, mes réponses et tout ça, c'est moi qui les détiens. C'est-à-dire même si le gouvernement américain demande à Azure de fournir les données, il va lui donner des données, mais c'est chiffré. Il n'y a aucun moyen d'accéder à ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, on peut achiever, on peut atteindre la souveraineté sans nécessairement aller investir sur des solutions qui ne marchent pas en France. Ça peut être américain, japonais, chinois, mais à partir du moment que voilà, je détiens les clés, je contrôle ce qui sort et ce qui rentre là-dessus. La réglementation, je pense que vous connaissez, il y a énormément de choses qui se passent en ce moment et là on le voit sur l'impact business. Dès qu'il y a des choses qui sortent, on voit plein de gens qui viennent nous voir, oui, j'avais utilisé ChatGPT Business, mais maintenant c'est pas bon, j'ai cet abonnement Anthropic, maintenant je cherche un truc plus souvent. Et bien en fait, il y a pas mal de choses qui existent en Europe. RGPD, tout le monde vous connaît. Si vous avez une IA qui va traiter des choses personnelles, et bien vous ne pouvez pas, dans tous les use cases, utiliser une solution comme ça, SaaS américaine. Ça ne marche pas. Ou en tout cas, pas souverain. Parce que vous ne pouvez pas envoyer des dates de naissance, vous ne pouvez pas envoyer des données de santé, il y a plein de choses comme ça. Et les gens ne le réalisent pas, mais vous pouvez être impacté. L'UE Act, il vient mettre du cadre à ça. Et lui, il va responsabiliser les sociétés, que ce soit les fournisseurs ou ceux qui consomment, sur tout ce qui est documentation des IA que j'utilise.
la traçabilité, quelles sont les données d'entraînement, quels sont les cas d'usage aussi associés. Et il va mettre aussi des risques. Ben, il y a des choses très risquées quand on parle du crédit, du scoring par rapport à l'assurance. Ben là, vraiment, ça peut avoir beaucoup d'impact si vous n'avez pas toutes ces démarches. Et ça peut aller de 3% à 7%, si je ne dis pas de bêtises, de chiffre d'affaires. Donc je pense 15 millions, il le cap à 15 millions de dollars. Le NIS2, ça existe déjà, mais c'est une réglementation de cybersécurité qui va aller impacter l'IA. Et elle, là où c'est intéressant, ça impacte directement le DSI ou le chef de l'entreprise. Je deviens responsable personnellement en cas de souci. C'est ça qui est différent. Plus l'entreprise où il va y avoir une amende, non, moi en tant que personne, je peux être poursuivi en justice si je n'ai pas respecté la réglementation NIS2 au niveau européen. Il ainsi, ça on l'a vu auprès d'un client à Monaco, même si eux ne suivent pas ce qui se passe en France, mais là c'était en l'occurrence. Et en fait, ainsi, il a sorti de recommandation en 2024 que pour l'IA. Je pense qu'il y a dizaines de règles qui vous disent comment vous allez gérer les clés, vos modèles, la documentation. Et on a maintenant des clients qui arrivent et disent est-ce que tu respectes voilà, les règles de l'ANSSI? Et pour moi, ça me facilite le travail parce que je vais juste cocher les cases, parce qu'on investit dans ça. Et donc ça, c'est des choses qu'on commence à voir arriver. Donc voilà, ça, je pense que vous l'avez compris, mais c'est ça que j'essaye vraiment de passer comme message. La souveraineté, des fois, on pense que ça dépend de lieu géographique, mais ça n'a rien à voir avec le lieu géographique. Ça a à voir avec les aspects qu'on a parlé, donc le contrôle de l'inférence, là où il y a mon LLM, où il tourne, est-ce que c'est chez moi, est-ce que je suis Azure, si je suis Azure, est-ce que je contrôle les clés, est-ce que je contrôle le flux, c'est ça qui compte. Donc inférence, clé et flux. Que je vais vous faire répéter ici, comme ça on imprime, mais inférence, clé et flux. Et c'est ça en fait tout le principe de ce qu'on fait chez Understand Tech. Voilà, toute notre roadmap, tout ce qu'on implémente, on essaye d'aller vers ces principes-là. Et c'est ce qui va nous ramener vers ce qu'on fait. Mais ce n'est pas un pitch commercial, c'est juste pour vous montrer ce qu'on fait. Donc déjà, nos clients, pour vous donner une idée, on bosse principalement avec les boîtes de latex semi-conducteurs. Donc on bosse avec Intel, Synaptics, Infineon, ça doit vous parler. Ils font des chips, parce que c'est le monde dans lequel j'ai travaillé pendant longtemps. Standard, donc la GSMA, Global Platform, MVico, toujours dans le monde de la tech. Tout ce qui est fabricant de devices, donc Residio, pensez à Dell, mais des équivalents à Dell, donc vraiment les fabricants de devices qui ont pas mal d'IA. Et puis le quatrième segment qui implique beaucoup la France, c'est les PME. PME limite dans un segment regulated market. Tous les gens, ils doivent, RH, comptable, donc le CERF France, on en a parlé. Donc ce qu'on fait, tout commence par le déploiement. Là où les IA sont déployés, on a un SaaS, bien pour la démo, pour l'exploration, mais on a une version sécurisée. La version sécurisée va s'appuyer sur ce qu'on appelle le Zero Trust. J'ai passé 15 d'années de mon expérience, je veux dire, j'étais chercheur aussi en sécurité, mon cofondateur. Donc on a implémenté une version de SaaS qui permet d'avoir une sorte de souveraineté, pas à 100%, mais en tout cas zéro trust. Ça veut dire que je ne fais même pas confiance à Understand Tech, avec des clés que le client détient, et c'est lui-même qui va pouvoir déchiffrer son vector store qui vient du RAG, ou l'exécution de son agent, et moi, mes employés et moi-même, nous n'avons pas accès à ça. Ça, c'est super important. Le deuxième déploiement qui est arrivé, ce n'est pas le box, c'est le private cloud. Quand on avait des clients ici, ils voulaient aller sur des choses qui tournent chez eux, donc on a Azure, on a AWS, GCP, mais on reste toujours sur le principe qu'on ne fait pas confiance. On a une couche stack software qui va tourner sur leur hardware, mais c'est indépendant de leur sécurité. Donc on va considérer qu'ils vont y accéder. Et donc on a implémenté toute une couche d'encryption, de chiffrement, au niveau applicatif, qui est indépendante encore de leur base de données. Et après, le dernier arrivé, qui est la petite star qu'on a actuellement depuis le mois de février, c'est l'IA Box. Quand on a vu Jensen qui a annoncé ça l'année dernière, le DGX, pour nous, c'était des pains de Vini parce qu'on cherchait comment on va le faire. On était déjà en contact avec des gens en Taïwan. Et donc, vous connaissez, je pense, la plupart de vous, c'est le DGX. Donc, on l'a pris. On a triché un peu. On a mis notre logo. On pensait qu'NVIDIA allait être très fâché, mais en fait, ils étaient très contents. Donc, on l'a juste collé en sticker. C'est ce qu'il a fait. Et on a mis notre software dedans. Donc, on a customisé les engins d'inférence. On a commencé par des Ollama. On est passé sur des VLLM. Et on va tourner des modèles, GPT-OSS, 20B, jusqu'à 120B, ça tourne dans ce petit boîtier. Là, NVIDIA, en fait, le vendait pour un développeur. Nous le vendons pour combien? On donne jusqu'à 25 personnes en parallèle. C'est ça qui a fait aussi la révolution qu'on a par rapport à un box que j'achète sur le marché. Si on utilise la stack Understand Tech, ce n'est plus un box pour une personne, c'est pour une équipe. Donc j'ai plein de développeurs qui se connectent en même temps, ou des utilisateurs qui vont aller faire des choses, créer des agents, des assistants, entraîner des choses avec tout en local. Et donc c'est ça qu'on marque.
Sur ça, après, vous avez la plateforme Understand. Tout le monde connaît ça, mais c'est l'équivalent de ce qui va exister chez un anthropique et tout ça, mais on ne les concurrence pas. On peut les utiliser dans certains cas, mais on a une couche open source, à la base d'open source, qui est dedans, avec des API. Et après, on y beaucoup accès sur la couche applicative. Si vous accédez à notre site web, vous allez trouver un catalogue. Il y a 10 apps. Parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que là où il y a la valeur de l'IA, ce n'est pas sur le LLM, ce n'est pas sur l'agent, sur le RAG, c'est sur ce que vous allez écrire à la fin, c'est l'application finale. Et le jour où on a changé d'ailleurs même toute notre roadmap et business model là-dessus, quand on s'est focalisé sur les apps, les revenus ils ont explosé. Entre l'année dernière et Q1, on a fait x5, parce que maintenant on fait des applications finies. Finies, ça veut dire j'ai mon box ou le SaaS, j'accède en tant qu'entreprise, je vais trouver une application pour mon ingénieur, je vais trouver une application pour mon legal, je vais trouver une application pour mon RH, et tout est axé sur booster la productivité. Ils n'ont pas développé ces applis, ils ne savent même pas qu'il y a de l'IA dedans. Eux, ils savent juste que ça va augmenter leur revenu de 30%, ça va augmenter la productivité du juriste de 70%. Et c'est ça. Après, derrière, voilà, il y a tout ça. Alors, Understand Studio, c'est la démo que je vais faire aujourd'hui, c'est reste du temps. Mais on a la question, comment vous allez scaler? On a des apps, à la fin d'année, avec mon équipe, on va avoir trentaine, mais on ne peut pas avoir des milliers. Et donc, pour scaler, on a créé l'équivalent de Cloud Code, mais plutôt pour le non-tech. Cloud Code, c'est pour les tech, mais là, c'est pour le non-tech. Ça veut dire, même je suis une juriste, j'arrive avec un prompt, je vais créer toute une application avec un React en front-end, avec Python, back-end Fast API, avec un MongoDB, tout est packagé, dockerisé, qui tourne chez nous en un seul clic avec un URL, et surtout, un seul clic, je peux le déployer sur le box, chez moi. Et donc, on ramène aussi la souveraineté aux gens qui ne sont pas tech grâce à l'Understand Studio. Le box, on en a parlé. Ce que je vais rajouter là-dessus, c'est le principe, il est simple. Le box, on ne fait rien de spécifique à NVIDIA. Le seul truc qu'on utilise, c'est leur GPU. On ne va pas utiliser leur librairie, on ne va pas utiliser leur SDK. Cette même package, il est dockerisé. On a plusieurs dockers. Il y en a un pour le front-end, un pour le back-end, un pour la base de données, tout ça. Tout ça, ça se déploie via notre GitHub directement dans le box. Et dedans, après, on a tout un tas de choses qui vont gérer les logs, le backup aussi, de tout ce que l'utilisateur crie. Il y a aussi un LLM, l'utilisateur peut switcher entre l'LLM open source, on lui laisse le choix, mais on lui laisse même le choix s'il a envie de connecter avec un OpenAI, il peut toujours le faire. Donc c'est fait pour les entreprises, c'est pas fait pour les individus. Vous n'avez pas besoin de moi si vous êtes un développeur, vous achetez un DGX, vous prenez un Olama. Ça, c'est pas ça le profil de client. Le profil de client, c'est une entreprise qui n'a pas le temps, qui n'a pas de DevOps, ou même si la DevOps, il n'a pas envie d'aller investir beaucoup, il prend le box, il dit tout en un. Et ça comprend les maintenances aussi. Tous les quarters, on a un nouveau package, c'est-à-dire un nouveau Docker qui contient un nouveau LLM, une nouvelle fixe et tout ça. Et le support. Et le box, bien sûr, dedans. Donc, par rapport au point que j'ai mentionné avant, un box, il va vous permettre d'avoir l'inférence au local. Donc, check pour le numéro 1. Le flux, vous pouvez le couper entièrement. Ça veut dire que je peux couper le flux qui sort vers Internet et je peux le limiter seulement au sein de l'entreprise. Ça, c'est possible. Comme je peux désactiver à 100% même le flux au sein de l'entreprise. Ça veut dire que je dois me connecter via un Ethernet ou via un USB-C à la machine pour l'utiliser. Et les clés, au-delà de l'aspect que ça tourne local, on a une option de chiffrement de bout en bout. Ça veut dire même la base de données qui est à l'intérieur de box, il peut être chiffré avec une clé que vous avez en tête. Ça veut dire qu'on ne la stocke même pas. Donc ça, c'était la génération 1, et on en a vendu pas mal depuis le mois de février. Okay, et on a un partenariat maintenant avec Dell. Quand NVIDIA ils ont vu ça, nous on avait très peur que NVIDIA disait qu'est-ce que vous faites, vous n'avez pas le droit de vendre, et finalement ils étaient contents parce qu'on crée de la valeur pour eux. Et donc ils nous ont mis en contact avec Dell, et maintenant on développe la prochaine génération. Je pense que qui connaît le GB300? Voilà ça. Ok, que 3. Ça c'est une Ferrari. Pour les gens qui font de l'IA, c'est ce que je vous souhaite, d'avoir ça chez vous. Bon, ça coûte très cher. Je pense que le ticket d'entrée, c'est 150 000 € juste le hardware. Mais non, vous allez dépenser 150 000 € dans les prochaines années, c'est sûr, en token. Sauf que ça, tout en local, et on peut tourner des modèles jusqu'à 1 trillion. 1 trillion, ça tourne dans cette machine. Donc, c'est la prochaine génération. Et pour nous, pourquoi on va là? C'est pas juste parce que c'est sympa, mais on va passer d'une équipe de dizaines de personnes à une équipe de 500 à 1000 personnes. Parce que c'est ça le besoin que j'ai actuellement. Pour répondre à ça, actuellement, ce qu'on fait, on a ces connecteurs, vous les connaissez, et on peut stacker jusqu'à 3 box. Okay, ça fait 200 GB par seconde, donc c'est très bien. 3 box. Les 3 box, ils vont donner à 100 personnes. Et là, on galère un peu comme avec ça, 500 personnes facilement.
parce qu'il y a plus de 500 GB de RAM GPU, et donc vous connaissez. Et ça va ouvrir des nouvelles opportunités pour le marché. Et surtout quand on voit ce qui se passe aux États-Unis. Donc j'aurais plus ce souci qu'au Fable il est fermé demain, ou qu'au GPT, j'en sais rien, c'est ce qui est fermé demain. Ça veut dire que j'ai une alternative qui est locale. Et en open source, il y a des modèles hyper bien qui sont similaires à ce qui va exister avec un cloud Opus 4.6, 4.7, comme le GLM, si vous le connaissez. Ben, ils sont très compétitifs. Et moi, je crois que ça va continuer dans ce sens-là aussi. Ok, démo. Donc Understand Studio, souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a lancé cet outil il y a 3 semaines. Et ce qui permet, c'est de construire des applications souveraines avec un seul prompt. Okay, donc ce que nous avons fait pendant des mois et des mois dans notre catalogue, maintenant on permet à nos clients d'aller eux-mêmes construire ces applications souveraines. Donc je décris dans un prompt, je voudrais construire une application qui prend l'UI Act et qui me dit si je suis compliant ou pas. Et je peux construire des choses aussi complexes qu'un Cloud Code le fait, comme la démo qu'il y avait avant, sauf que maintenant, je n'ai pas besoin de voir le code. C'est ça. Donc, vous connaissez Lovable? Vous connaissez Lovable, je pense que tout le monde, voilà. Ben, ça, c'est Lovable pour les entreprises. Lovable, son problème, c'est que vous n'avez aucune maîtrise sur la stack. Vous avez du JS, vous avez des Supabase, c'est pourri. Pardon, Supabase, voilà, il faut payer, il y a de l'open source, mais c'est compliqué. Nous, on a opté pour une stack très transparente. React, FastAPI, MongoDB. Ça, c'est la première génération. Maintenant, j'ai des clients qui veulent de l'Angular, ça va arriver. Donc, l'idée, c'est de partir sur un truc open, sans aucune dépendance, et qu'il ne soit pas tech des premiers coups. Et avec de l'audit et de l'AirGap dès la première couche. Le problème de Lovable, c'est que vous ne pouvez pas tourner en local. Tout est connecté avec Gemini, avec leur propre cloud. Ici, par défaut, je peux tourner des choses à 100% en local. Donc voilà. On écrit le prompt et ça construit. Je vais prendre un exemple que j'avais fait et qui marche bien. Donc, vous connaissez la CRA. CRA, en fait, c'est une certification européenne qui impose aux fabricants des devices IoT, tout ce qui est connecté, voilà, de respecter un certain nombre de règles, comme là où je stocke mes clés, comment ça se connecte au cloud, le process, comment je développe. Et c'est très très chaud en ce moment parce que je pense d'ici 2027, si un fabricant n'est pas compliant, il ne peut plus mettre un device sur le marché. Et donc l'application, il est simple, je l'ai créé tout simplement avec un seul prompt qui dit fais-moi une application qui fait ça. Et donc j'ai mon application qui est créée. Et dès le début, j'ai accès au code. Si je suis un dev, je peux tout simplement télécharger le code sous forme d'un zip. Et dans ce code-là, on a un petit markdown, pas dans celui-ci, mais en général, il y a un markdown qui va vous expliquer comment vous faites pour installer ça en local. Et c'est quoi installer? C'est Docker Compose, app, -- build. Et l'application tourne. Rien d'autre. Absolument rien d'autre. Parce que dans le box, il y a l'API déjà d'Understand Tech qui tourne, il y a l'LLM d'Understand Tech. Tout le code qui a été créé, il est à la base de ça aussi. Et donc quand je le tourne, ça tourne dans le box en utilisant bien sûr un LLM type GPT, OSS ou autre. On a fait aussi des choses qui permettent, ça c'est classique, mais qui permettent à l'utilisateur qui est non tech de suivre son application en termes d'analytique, qui se connecte pas, qui peut voir sa base de données, ses routes, ses logs, les secrets. Et on a rajouté aussi une partie audit. Ça veut dire qu'on va scanner vraiment tout le code, mais en profondeur, ça peut prendre plusieurs minutes, et on va essayer de trouver une vulnérabilité, que ce soit dans le code front-end, back-end, et qu'on va reporter ça à l'utilisateur ici. Et après, on signe le code, c'est hyper important, on a la release. On signe le code avec une vraie clé privée, et qui permet à l'utilisateur, plus tard, si je peux descendre, voilà. On a un vrai SBOM, pour les gens qui connaissent, c'est Software Bill of Material. Donc je peux savoir toutes les librairies qui sont utilisées dans mon application, s'ils ont des vulnérabilités ou pas, et ça me permet de suivre ça par la suite. Maintenant, l'application après, si je peux y accéder, on va repasser sur l'écran. Voilà, chaque application, on lui génère un URL, ça tourne chez nous par défaut, mais l'utilisateur, quand il tourne chez lui, ça fait qu'il y aura un URL qui se termine par Understand Local. Local, ça veut dire c'est en local, et pour les gens qui connaissent local, c'est un truc qu'on peut utiliser quand on localhost. Après, pour la démo rapidement, c'est une application assez simple, je vais juste mettre un datasheet, donc je suis un fabricant des devices, je pense que j'en ai pris une ici, donc Honeywell aux États-Unis, je mets mon PDF, derrière il y a un LLM qui va scanner tous les requirements qui sont décrits dans le datasheet, qui va aller mapper ça par rapport aux exigences de la CRA, et qui va vous donner un score, vous êtes prêt ou vous n'êtes pas prêt.
Chose comme moi, quand j'étais chez NXP à l'époque, je passais des mois avec les clients à leur expliquer comment faire et tout ça. Maintenant, ça devient très facile. Et ça, je pense que vous connaissez. Mais là, le principe, c'est vraiment, je peux construire des choses qui tournent en local. C'est ça qui est hyper important. Voilà. En l'occurrence, pour ce device-là, ils sont vraiment mal barrés parce qu'ils n'ont rien qui mettent parmi les 20 requirements. Donc, on voit exactement pourquoi. Donc, si on peut voir la clause, on voit c'est quoi la clause et on peut voir comment ils peuvent remédier à ça. Donc là, on leur dit, allez-y, achetez tel chip ou allez acheter tel chip de telle boîte. Merci à vous.